J'allais à l'école quand j'étais petit. Ouais. J'avais été viré du lycée Buffon, viré de l'école alsacienne. Ah bon? Vous étiez chahuteur à ce point-là à l'école? Non, bah, alors à un moment j'étais au lycée Buffon, grec, latin, etc. Et Ouais. puis, mais j'avais un grand-père. euh, 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 j'avais plus d'appartement, mais à un moment, en 40, en deux, mon père était prisonnier, il s'est évadé, on a pris un appartement 48 avenue du Maine, et, et à un moment, 48 avenue du Maine, Ouais. la gare a racheté, et la gare Montparnasse s'est mis à là où j'avais une chambre, c'est maintenant la gare Montparnasse. Ah, d'accord. C'est Parce devenu que la l'avenue gare du Maine Montparnasse. monte, et Oui. la rue du Maine Oui. croisait l'avenue du Maine, Oui. et au 48, euh, mes parents avaient un appartement. Alors, à un moment, plus d'appartement. Oui. On me renvoie chez mon grand-père qui habitait Bourron-Marlotte, Oui. mais qui était juif. Alors, bon, mais il était très, très, très C'était quoi ce bien. nom de famille? Euh, son vrai nom, je ne sais pas parce qu'il changeait de nom, etc., pour essayer de. Il était ashkénaze, non? Il était d'origine d'Europe centrale? Oui, là, il faut regarder. Oui. C'est des gens il s'était marié à un moment avec Ludmila Savitsky, qui était ma grand-mère, là, et qui, en tout cas, euh, mon grand-père a été arrêté par les Français, juifs. C'est pas les Allemands qui Non. arrêtaient. Hmm. Mhm. Et ça, vous avez des souvenirs de ça? Ah oui, bien sûr, parce que j'ai vécu avec lui à Bourron-Marlotte, il s'occupait de moi, et c'était quelqu'un, un bibliothécaire, mais super professionnel, Hmm. et, avec ses, et il était une sorte il s'est occupé de Verlaine, Mhm. un peu pour faire des interviews de Verlaine, mais dans les années 90, c'est-à-dire Verlaine est mort, je crois, en, en 95 ou 1896, je crois. Et donc, mon grand-père s'en est occupé les dernières avis de Verlaine. Et il avait chez lui fait des textes, etc. Et donc il m'avait montré ça. Chez lui, dans la campagne, il y avait plusieurs étages, des grandes échelles comme celle-là qui est là-bas. Pour, Ouais. euh, donc, Wow. si j'ai tant de livres, etc., C'est grâce à lui oui, aussi. Ouais. et il me disait, bon, ça, tiens, les papiers de Verlaine, ils sont là. Hmm. Et, Et et Jean-Louis Chantin, c'était quoi votre premier souvenir d'avoir entendu un disque de jazz? Votre tout alors, premier souvenir? j'écoutais la radio dans les années 40. 40 Ouais. et, et ma mère m'avait abonné à la revue Jazzot. Ah, c'est votre maman qui vous a abonné à Oui, Jazzot? Et à la radio, vous avez 50. entendu quoi? Glenn Miller? Non, c'était ça à l'époque? Oui, Hein? et des gens qui discutaient même. Hmm. Et
Alors, C'était déjà Panassier, non, qui faisait ces... alors, il y a le livre de Panassier Ouais, qu'on m'a donné, que ma mère m'a donné, d'accord. et c'était un peu avant la bagarre entre Delaunay et Panassier, hein. voilà, oui. Et Les donc j'étais abonné Jazot. à Jazot. Ouais. J'ai toujours aussi le Ah, vous avez toujours le 44, oui. premier? Ah, c'est super. Et, et j'ai vu qu'on parlait de Body and Soul. Ah, c'était ça, etc. Et arrive 44, les Allemands sont partis de Paris. Et donc, ce jour-là, la radio dit aux gens, sortez, allez dans tous les cabarets, etc. C'est entièrement gratuit, etc. D'accord. Mon père, ma mère, etc. m'ont emmené faire la tournée des cabarets gratuitement. Donc, j'ai vu des gens qui jouaient, Pour fêter la etc. libération? Oui. Ouais. Et ce qui est arrivé encore mieux, c'est un an après, en 45, là, c'était la fin de la guerre. Ouais. C'est-à-dire, grâce aux Le 8 mai Anglais, 45, oui, grâce l'armistice. aux sommets, euh, grâce aux Anglais et surtout aux Américains. C'est pas les Français qui auraient pu. Eisenhower. Donc il n'y a Ouais. plus d'Allemands, etc. Et là, là aussi, on dit ah, c'est la victoire. Ouais. Et donc sortez, etc. Et donc moi, comme j'habitais en 45, j'habitais au 106 bis rue de Rennes. Ah bah pas loin d'ici. Oui, Hein? Pas c'est loin ça. d'ici, Et toujours. donc, Rive j'ai gauche. été au boulevard de Montparnasse, Ouais. un endroit, et là jouait quelqu'un qui s'appelait Noël Chiboust, qui était un très grand chef d'orchestre, à la fois de variété D'accord. et de jazz, etc. Et Un peu comme Jacques Elian, au final. ah oui, mais d'ailleurs, moi j'ai été chez Jacques Elian, j'étais Ah. après, oui, Jacques Elian, il travaillait à ce moment-là tous les jours, etc. Vous étiez dans son orchestre, hein. J'ai fait partie de l'orchestre Jacques Elian, mais Allez. après, comme... À l'époque de Marco, là, Jean Marco, le chanteur, là, très connu, le crooner. oui, mais... Ouais. Et donc, à Noël Chiboust, Ouais. je suis descendu en bas dans le cabaret et j'ai demandé à Noël Chiboust, ah, vous connaissez Body and Soul? Alors moi j'avais, donc en 45, j'ai 14 ans. Bon. Et vous aviez le disque de Body and Soul, de Alors, version de Coleman Hawkins. Alors, oui, c'est ça. Ouais, Et ouais, ouais. on se bagarrait un peu entre panassiers, etc. Ouais, ouais, ouais. Et donc, j'ai demandé, ah, vous pouvez jouer Body and Soul? Et alors, ben, lui, Noël Chiboust, Noël donc, Chiboust, ok. et, il m'a joué Body and Soul avec un ténor, etc. Moi, D'accord. j'étais en bas, etc. Et vous aviez déjà commencé le saxophone à cette époque-là? Non, Non, pas encore, hein? j'allais, Ouais. Vous aviez envie, quoi, hein? Vous étiez oui, attiré par l'instrument. et j'allais en avoir presque, mais après j'ai eu un dolnay, c'est-à-dire Oui, c'était pas un Selmer encore, c'était un dolnay que ma mère a acheté oui. et c'est un des grands chefs d'orchestre de variété, enfin de jazz, qui représentait Dolnay, était très connu, etc. Mais, Bon, c'était des saxophones courus à l'époque, les Dolnay, là, les séries 2, là. oui, Ils oui, étaient, hein? oui.
Et celui Ouais. le grand qui s'occupait, etc., D'accord. il m'avait donné ça. Enfin, et, et donc j'en ai parlé à Noël Chibouste, et Noël Chibouste, il était entouré de femmes splendides. C'est vrai. Il y avait du succès. Oui, oui, et alors, il était au milieu du public qui était là, debout, etc. Et, et donc, j'ai dit merci Noël Chibout. à Noël Chibouste. Ouais. Et, et alors Noël Chibouste, il a fait 3 pas, il est allé vers le champagne. Il y avait plein de champagne qui coulait à flot. Ben, c'est le jour de la victoire. Ah bah oui, forcément, oui, forcément. Entouré de filles très, très belles. Et Plus le jazz, qui rigolaient et tout. C'était. Alors, ça vous a marqué, ça. Hein. là, j'ai dit, si, C'est ce que je veux faire. si le jazz, c'est ça, Ça va être ma vie. Les filles, Le bon champagne, Le champagne, le saxophone. le saxophone, et puis les affaires, et puis ce Noël Chibouste, il faisait des émissions tout le temps, et il faut dire, les musiciens jouaient tout le temps, curieusement. Ah oui, Pourquoi? Mais pas pour faire des concerts, pour faire danser. mais oui, c'est vrai. Ah oui. Hein. À Faire l'époque, le danser, jazz pourquoi? faisait C'est danser. pour que l'espèce reconstruise, c'est-à-dire rentrant à la maison. Alors, par exemple, à un moment, j'ai été engagé, etc. On jouait beaucoup de ballades, hein, parce que là, les gens, monsieur et madame, se frottaient l'un l'autre. Ah, on vous demandait de jouer des ballades, des tangos, des ballades, pour que Oui, les gens bien- se rapprochent. Bien sûr. Ah, voilà. Alors, on voit bien. C'était les slows de On l'époque. se dit, mais en rentrant à la maison, ils vont faire un enfant, c'est Ah oui, sûr. et- Et oui, j'ai bien compris pourquoi les musiciens jouaient tellement. C'était pas tellement pour les concerts. oui, oui, oui. Puis il y avait Fleur de Paris, là, le tube de l'époque de Jacques Elian, la Oui. Fleur de Paris. C'était quelque chose qu'on entendait partout, ça. Hein. Oui, et j'avais rencontré. Mais alors, ce que j'aimerais savoir, moi, c'est, du coup, Jean-Louis Chotan, qu'est-ce qui vous a plu dans le jazz quand vous avez entendu cette musique-là? Alors, Qu'est-ce qui a fait que cette musique vous a tout de suite chatouillé les oreilles et que vous avez trouvé un intérêt? Alors, je prenais des leçons de piano quand même, mais à un moment, on a dit, mais le jazz, c'est facile. Regardez Django Reinhardt, je ne sais même pas lire la musique, etc. Et il n'a pas besoin. Je m'étais mis à la guitare. Ah, Et même, on m'avait photographié sur mon balcon avec une guitare. Et il s'était passé dans un. Je crois que je l'ai toujours, mais à 14 ans. Enfin, oui, la Selmer, la fameuse guitare de Manouche là, de Django Reinhardt là. Ah. Macaferri là, la Selmer Macaferri là, c'est ça? oui, Ouais. alors. Donc. Et j'avais pris des leçons avec un magnifique. Qui est, Un professeur? oui, professeur. Et j'ai noté quelque part son nom. Et je me suis aperçu qu'en même temps, j'avais été chez lui. C'était un peintre formidable. Ah. Donc, musicien et artiste peintre. Oui. D'accord. Et donc, je tripotais le piano toujours. D'accord. Et j'allais avoir donc en 45, j'ai 14 ans, j'ai un Dolnay et je commence à jouer. Et puis Bien sûr. je lis Jazzotte, Ouais. je lis aussi c'est D'autres revues que Jazzotte? Il y avait d'autres choses à l'époque? non. Non. Après, il y en a eu, etc.
Mais alors, si peut-être, non, mais non, pas en 44, 45. Oui. Mais à 14 ans, parce que vous êtes né quand même le 6 août 1931, Oui, vous pouviez pas aller dans les clubs, vous étiez trop petit. On vous acceptait pas à 14 ans dans les clubs, Club et, Saint-Germain, etc. eh bien, alors, le Club Saint-Germain a ouvert en 48. Oui. Mais avant, il y avait là où les frères Vian jouaient, Boris Vian et les deux frères. Le cabaret de la Rose, là, qui était pas loin d'ici, là. La Fleur de Rose, non, c'est pas ça? Non, 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 c'est une rue qui part de la Le Seine. Vieux Colombier? Non, pas Vieux Colombier, j'ai joué au Vieux Colombier, mais après. D'accord. Mais non, c'est une rue qui part de la Seine. Ah, rue de Rivoli, là? C'est pas rue de Rivoli. Non. C'est toujours rive gauche? Oui, rive gauche. Et, bon, Et là-bas, on vous acceptait en tant que mineur? oui, Dans le club, c'est vrai? oui, mais parce que à partir du moment où je jouais, etc., les gens, ça va, il ne sait pas jouer, mais il vient avec son saxophone. Oui. Et, Toujours le ténor, hein? oui, Vous avez commencé par le ténor. mais, oui, Ouais. mais la clarinette, parce que très vite, Hmm. j'ai vu que tous les saxophonistes jouaient aussi de la clarinette, clarinette. de la flûte, Hmm, bon. bien sûr. Et donc, curieusement, alors, j'ai commencé à jouer sans savoir bien, mais j'ai été engagé pendant 3 mois ou 2 mois et demi. Par qui? Ah oui, au casino de Veules-les-Roses, engagement professionnel, Votre premier engagement professionnel, oui, c'était ce moment-là? en juillet 1950. D'accord. Alors, qu'est-ce que je fais? Je joue là l'après-midi et le soir, tous les soirs, tous les après-midi, pour faire danser, hein. Oui. Et, et donc, il y a beaucoup de ballades. J'avoue ne pas savoir jouer en mesure. Je connaissais un peu, je m'étais mis à travailler les harmonies, Oui. etc. Ouais. Mais bon, je connaissais quelques accords, etc. C'était Mais plus de la musique de bal que du vrai jazz? c'était, oui, Hein? oui, Oui, c'était ouais. pas encore vraiment du jazz, quoi. Mais Ouais. ce qui avait d'extraordinaire, c'est qu'il y avait des vrais musiciens là. Ah oui. Le chef d'orchestre était le fils du patron qui jouait la batterie. Il y avait un bon pianiste professionnel, etc. Et il m'acceptait, moi. Il y avait un magnifique trompettiste qui s'appelait Jean Liès, qui était devenu très bon. Et moi, j'étais le plus mauvais, mais on m'a supporté. Et j'ai fait des progrès. Au bout d'une semaine, Oui. j'arrivais à jouer en mesure, savoir quel accord c'est, etc. Oui, puis vous étiez quand même bon lecteur, vous saviez bien lire la musique quand même. Oui, mais Ça vous aidait pas forcément. Non, je n'étais pas professionnel, mais je suis devenu, parce qu'à force de jouer tous les jours C'est ça, à force de jouer avec tous les des jours. bons musiciens, Ouais, ça vous a formé, ça. Et donc en rentrant à Paris, je savais jouer. Je pouvais même jouer des morceaux faciles sans les connaître, mais sans se perdre. Et donc, là, j'étais. Bon, non, c'est pour 2 mois et demi. Donc, ben, je suis devenu un petit peu professionnel de bas niveau, mais
mais sachant jouer en mesure, ça, etc. Les progrès arrivaient au fur et à mesure. C'est ça qui est incroyable chez vous, c'est que vous avez appris le saxophone à partir de 45 et 5 ans après, hop, vous êtes déjà dans le grand bain à jouer avec des orchestres Oui, régulièrement tous les soirs. Et au oui, final, la transition professionnelle s'est faite très rapidement parce qu'en 52, vous intégrez l'orchestre de Claude Bouling. oui, Donc alors, non, non, en moins de 10 ans, c'est vous êtes devenu professionnel. euh, voilà, ça, premier engagement professionnel de juillet 50. Ouais. Quand je reviens à Paris, je suis engagé par Claude Bolling, mais au saxophone baryton. Ah, oui. Un gros truc. Et je comprends que dans la musique, euh, il faut, si on joue du saxophone, c'est pas assez. Alors, baryton, clarinette, Ouais. savoir Il faut être polyvalent, quoi. Hein. flûte, Ouais, flûte à c'est ça. bec. Et puis, là, très souvent, on vous demande de faire un disque, mais je suis avec plusieurs gens qui jouent très bien, des Ouais, musiciens de très haut niveau. c'est ça. Et, et donc, c'est presque mieux que d'être avec des professeurs. Bon, je suis Oui, admiratif d'un saxophoniste à côté de moi. C'est monstrueux. Il peut tout jouer d'oreille. Il lit évidemment parfaitement. c'est ça. C'est être vraiment autodidacte, c'est l'école de la pratique hein, plutôt que la Et théorie. oui, et il y a des séances tous les jours pratiquement. Ouais. Même moi qui étais débutant, je faisais 3 séances de variété par jour, plus un théâtre le soir. Oui. Et donc, ça vous apprend le boulot. Bien sûr. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que Jean-Louis Chotan, vous êtes issu d'une famille de médecins, de milieu médical, vos Oui. parents. Quand vous avez commencé ces premiers engagements, là, au début des années 50, vous avez à peine 20 ans. Est-ce que c'était compliqué de convaincre vos parents que vous alliez faire une carrière dans la musique toute votre vie? Est-ce que c'était bien accepté, ça? Euh, bon, on ne savait pas, non, on croyait. Bon, on m'emmenait à l'école. euh, J'allais donc au lycée Buffon. Ouais. J'allais même à pied tous les jours. Euh, je ne prenais pas d'autobus, truc comme ça. Hein. J'allais à pied. D'abord, depuis le 48 avenue du Maine, alors c'est le lycée Buffon, c'est boulevard Pasteur, ça va à pied. Après, comme j'étais au 106 bis rue de Rennes, c'était plus long, etc. Ouais. Et puis, j'ai été viré parce qu'on trouvait que j'étais pas assez haut niveau. Donc, on m'a intégré dans l'école alsacienne, qui est un endroit charmant, etc. Mhm. Et je suis rentré dans l'école alsacienne à 14 ans en 45, Mhm. euh, en troisième. Et donc, j'ai continué l'école alsacienne jusqu'en 49. Et en 50, j'étais à un cours universitaire de philosophie. J'avais 19 ans, là, alors c'est un peu tard, etc. Mais donc, Vous aviez deux passions, c'était la philosophie et le jazz, en fait. Hein. bah, oui, mais c'était un peu. À force de lire Mhm. Piazzolla, il y avait André Oder dedans, euh, Mhm. très haut niveau. Lucien Malleson, Mhm. c'est Tous ceux qui écrivaient sur le jazz à l'époque. Boris Vian. Maurice Vian Alors, aussi, ouais, ouais. Que vous avez connu. oui, bien Ouais, sûr. oui, oui. Et maintenant, l'autre jour, j'ai composé, il avait un texte, Boris Vian, et on m'a demandé, le collège de pataphysique m'a demandé de faire la musique, etc. Donc j'ai Oui. composé la musique pour que
s'appelle le chant de l'autodidacte. Euh, Ah, magnifique, le chant de l'autodidacte, Maurice Vian. Quand vous composez comme ça, vous le faites avec votre piano? oui. Vous écrivez quoi? D'abord les harmonies et ensuite la mélodie ou comment ça se passe? La mélodie. C'est d'abord la mélodie qui vous inspire. Oui, j'essaie de suivre le texte, c'est-à-dire il y a des gags pour faire sortir. Ah oui. Je fais ça et puis mais j'avais un problème parce que à un moment je pouvais écrire la musique sur les ordinateurs, maintenant non, etc. Donc, donc j'ai écrit tout à la main, etc. Et puis il faut le déposer à la SACEM, etc. Mais Alors Jean-Louis, j'aimerais que vous nous racontiez votre première relation avec Sidney Bechet. Avec Béchette. Comment ça s'est passé, le fait de jouer avec Béchette? Parce qu'il était adulé, Béchette, en France, à cette oui, époque-là. oui. Ça avait quelque chose, quand même, de jouer face à une star comme ça. Oui, il joue bien, il a une très bonne embouchure. Ouais. Mais c'est vrai qu'il jouait souvent plus... moi, tout de suite, j'allais vers le bebop. Enfin. C'est ça, c'est que vous, par rapport aux autres de votre âge, ou même ceux qui sont nés après vous, vous étiez plus attiré vers le bebop plutôt que la musique de Sidney Bechet. Oui, le jazz moderne vous a tout de suite plu. Oui. Hein? Ouais. Parce que Charlie Parker. ça vous parlait, Charlie Parker, dès le début, quand vous l'avez vu en 49. Oui. Ça paraissait pas comme un langage incompréhensible pour vous, ça vous parlait. Ben oui, surtout que c'était pas n'importe quoi. Quand André Oder parlait un texte comme ça, il voyait bien que c'était pas n'importe quoi. Bien sûr. Et bon, alors, c'est vrai que Béchette jouait bien, etc., mais c'était une musique bon, pour Dancing? oui, enfin. Ça reste un grand improvisateur, Béchette. Oui, très très grand improvisateur. Oui. Ah oui. Il faut que moi je vous recommande d'écouter le China Boy de 1940 avec Spanier. Vous verrez qu'il a une technique imparable. Hein. Ah oui. Ah oui. Oui, oui. Jean-Louis Chotan, donc vous avez travaillé au début des années 50 avec Claude Bouling. Et est-ce que vous êtes parti en tournée avec Claude Bouling à cette époque-là? Sûrement, mais curieusement, à l'époque, il y a tellement d'affaires qu'on appartient à plusieurs orchestres. Ah, vous étiez avec plusieurs orchestres en même temps? Oui. Oui, d'accord. Il y avait qui d'autre avec qui vous jouiez à l'époque, en plus de Claude Bouling? Alors là, il faudrait que je regarde, Alors, ok. etc. Mais et tous les jours, c'est nouveau. Il y a c'est ce qu'on appelle il y a du travail pour tout le monde. Et oui, et puis en plus, dans les clubs à cette époque-là, les engagements se faisaient sur plusieurs semaines, tous les soirs. Oui. Chose qu'on a du mal à imaginer Oui, aujourd'hui. oui. Hein? Le fait que les musiciens jouaient, ils étaient à domicile dans les clubs, hein, par exemple. Hein? C'est ça qui est incroyable. Et bon, et on se parlait les uns les autres, etc. Et justement, quand on ne joue pas dans des salles de concert, hein, quand on joue au Club Saint-Germain, où j'ai joué assez longtemps avec Bolling, etc., quand quelqu'un rentre là, il parlait, une grande famille, quoi. Hein. Oui, une grande complicité. On se parle pendant que les gens jouent. Et pas, c'est pas ça du tout. Non, c'était vraiment les clubs, quoi. Hein. Oui. Il y avait un bruit de fond. Oui. Hein, voilà. Et en rigolant, les gens rigolent pendant qu'on joue. Bien sûr. Et on trouve ça normal. Et aussi, il n'y a pas de micro. Heureusement. Rien n'était amplifié. Contrebasse sans ampli. Et on l'entendait quand même? Oui, mais parce que il jouait
comme on jouait à l'époque, c'était solide, on tire sur la corde, c'est pas... Oui, Alors quand il y a c'est eu ça. après, on faisait un peu n'importe quoi, parce que ça chatouillait le doigt, etc. Oui, c'est ça. Euh, et alors il y avait au Club Saint-Germain, par exemple, un micro caché, mais que personne n'utilisait jamais. D'accord. Jean-Louis Chotan, en 1956, vous avez fait une tournée avec Chet Baker. J'aimerais Oui, savoir comment vous l'avez rencontré, comment ça s'est passé votre rencontre avec Chet. alors, alors d'abord, j'ai trouvé que j'appartenais à l'école belge qui a... Bobby Jaspar. Oui, Bobby Jaspar, Oui. Sadi, Oui. magnifique, Sadi qui a remplacé Jacques Elion. C'est le chef Ah. d'orchestre, C'est lui qui a remplacé Jacques Jacques Elion. Elion. J'ai un peu malade, qui peut tout faire. Sadi, extraordinaire, super professionnel. D'accord. Et, et j'ai tout de suite été, moi, un admirateur De Chet? non, De Sadi? non, du saxophoniste Ah, Bobby Jaspar. Bobby Bien Jaspar. sûr, J'ai bien même sûr. écrit Magnifique, hein, un de livre. ténor, ouais, ouais. Oui, Un très intelligent, beau son. drogué peut-être, mais, euh, mais il avait des affaires un peu partout. Donc, pour Chet Baker, évidemment, on va le prendre, c'est ça. Ah, ouais. Et, mais et à un moment où je jouais avec lui, il me dit, ah, dis donc, là, il faut que j'aille aux États-Unis parce que j'ai des concerts, etc. C'était avec Chet, mais est-ce que tu pourrais me remplacer avec Chet? J'ai dit oui, oui, ça, ça paraît aujourd'hui bizarre. Ben, vous étiez pas un petit peu, pas angoissé, mais impressionné de partir en tournée avec Chet quand même? Parce que c'est un musicien qui avait gagné Alors, le downbeat en plus oui, quelques années auparavant, mais etc. moi j'étais influencé par Bobby Jaspar, hein, Oui. parce que je jouais avec Bobby Jaspar pratiquement tous les soirs dans ce cinéma qu'on appelait rue de Rennes. Ah, le pâté? Non, ça avait un nom. Et au-dessous, il y avait une boîte où il y avait Ouais. l'orchestre Et vous jouiez du jazz dans le Bobby cinéma Jaspar. avec Bobby? Oui, bien Ok. sûr. Euh, et, et Bobby Jaspar a compris très bien que j'étais un admirateur total Mhm. et que même j'avais pas pris d'héroïne pour ça, alors que lui, il faisait ça, mais intelligemment, je dois dire quand même. Sans impacter sa carrière, c'est Oui, ça? oui. Mhm. Mais alors après, il avait des engagements aux États-Unis en même temps, etc. Il dit, écoute, là, ça t'ennuie pas, remplace-moi, etc. Et donc, j'ai pas remplacé pour 3 jours, hein. Hmm. On est parti en Italie. Vous êtes parti en Italie. Il y a d'ailleurs des vidéos de vous sur YouTube où on vous voit jouer comme ça en Italie. Oui. Hein? Alors, Ouais. après, on revient. Avant l'Italie, dans des îles, dans le nord, oui, j'ai noté. Les îles anglo-normandes? Oui, Jersey, Guernesey, tout ça là? oui, Ouais. des pays bizarres comme ça. Mais oui, Ok. mes premiers concerts. Alors, sans répétition, on est là. Alors, évidemment, il y a un blues de temps en temps. Bon, ça va, c'est facile. Hmm. Mais Ah oui, les standards, fallait les connaître en plus, oui, hein? Ouais, ouais, ouais. et alors, Chet Baker, lui, là, Naturel, hein. il a pas besoin de Non, répéter, etc. il y connaissait tous, hein. Et donc, moi, je comptais sur le bassiste pour qu'il me donne des harmonies. D'accord. En tout cas, quand on allait à Florence, par exemple, ben, on était enregistré par la radio en même temps. Mais
Donc, on trouvait ça normal. Et comment c'était de partir en tournée avec Chet? Il avait quelle personnalité avec Alors, vous? il est charmant, Ouais. mais il était avec une... Une épouse française, là? oui, Ouais, c'est ça? qui, D'accord. qui ah oui, mais Bon, c'est pas grave, on le elle mettra dans le s'appelle descriptif. Il y a des photos de toute façon Bobby de Jasper, l'époque. oui. Hmm. Euh, c'est celle qui était Métisse? mariée avec... Elle n'était pas métisse? Non? non, Non? bon, mais c'est elle qui... Elle parlait français, donc on comprenait tout parce que elle traduisait. Elle était tout le temps avec Chet. Hmm. Et, Elle était en tournée avec vous? oui, D'accord. donc heureusement que... Parce que moi, l'anglais, je connaissais quelques mots, Ah oui, d'accord, oui, mais oui. pour... Et est-ce qu'il était directif, Chet, en disant par exemple tu devrais jouer telle ou telle de telle façon, etc. Ou non, pas du tout? Il vous laissait non. une grande liberté de jouer Ah comme, oui, comme bon vous semble. oui. Hein? Oui. Ça devait être agréable de partir en tournée avec Chet alors du coup. Hein? Oui, mais Ouais. alors il fallait fumer un peu la marijuana. Ouais. Oui. Euh, et Vous étiez les précurseurs dans 56, il devait pas y avoir beaucoup de gens qui faisaient ça? oh si, Si, quand même, c'est vrai. oui, Ah oui. mais c'est vrai. Mais j'avais été formé par Bobby Jaspar? oui. Ouais. Et Django, alors, l'expérience avec Django, Ah, c'était un génie, à Django Django, Reinhardt. j'ai Ouais. fait un enregistrement avec lui, mais dans un orchestre assez grand. Hmm. Et on avait enregistré, je sais pas quoi, mais C'était vers la fin de sa vie, parce Il est décédé oui, en 53, lui. Hein. oui, oui. Ouais. Il y avait Solal en plus dedans, dans l'enregistrement. Ah oui, oui. Hein? Ouais. Ah ouais, bah Solal était tout le temps au Club Saint-Germain pendant plus d'une année. Et Ouais. c'était, Un pianiste attitré, quoi, hein, au ah Club oui, Saint-Germain. Hein. mais Ouais. il jouait pas sur un piano, mais sur un piano droit. Hein. Hmm. Il vous impressionnait, Solal, dans son jeu à l'époque? Oui, mais Ouais. j'avais du mal à comprendre Tout ce tout. qu'il Parce faisait. que Il était déjà pas tout à fait avant-garde, comme on peut l'imaginer dans le terme d'avant-garde, mais audacieux dans son jeu. oui, oui, Hein, c'était oui, ça. Hein. oui, Comme dans ses enregistrements Vogue. oui. Ouais. Grand pianiste, Martial Solal. Et du coup, une question, parce qu'on a parlé de Django. Quel est pour vous le musicien de jazz français qui est le plus influent dans l'histoire du jazz? Qui a laissé une marque indélébile? Vivant ou mort? Je ne sais pas, bah, il y a Django quand C'est même. Django, non? Oui, Ouais. Parce que c'est vrai que quand on voit 70 ans après sa mort, on n'a jamais vu autant d'orchestres de jazz manouche qui jouent sa musique que lui a inventée. oui, Et le fait qu'il soit intemporel comme ça, dans le sens où sa musique elle est toujours jouée, c'est la marque des grands quand même. oui. Hein? Lui et puis Grappelli, parce que dans l'autre Oui, club, c'était les deux de toute Grappelli, façon. Hein? oui. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vous Mais en voyez un autre? ce sont des gens qui jouaient tous les jours parce que aucun chômage chez les musiciens. C'était l'avantage C'était, et prérogative de l'époque. Ouais. oui, mais parce que Et comment vous l'expliquez ça? Qu'il y avait beaucoup plus de travail pour les musiciens? Parce que le fait que les gens, il n'y avait pas la télé, donc les gens sortaient plus? oui, C'est ça? mais les musiciens, enfin moi je jouais beaucoup de la musique de variété dans les Vous faisiez les dans deux, des hein, le fausses jazz. orchestres, etc. Ouais. Mais c'était pas désagréable. Alors c'était de la musique de variété, mais justement de variété, c'est un peu dans tous les styles Mhm. et avec des musiciens de haut niveau.
C'est ça, Et c'est on ça. apprend énormément. Qui savait tout jouer. Ouais, oui. Moi, je suis resté des années dans des fosses d'orchestre. Et vous avez appris avec les musiciens avec qui vous aviez Oui, travaillé à parce que l'époque. Ouais. je prenais quand même des cours de flûte, des cours d'harmonie toujours. D'harmonie, il fallait faire des travaux, voir les professeurs qui disent ah mais non, mais là, si on fa. Vous arriviez à trouver le temps de répondre à vos engagements professionnels et à la fois d'étudier comme ça? Oui, C'est vrai? Ouais. mais et donc il n'y a curieusement aucun chômage. Quand on dit ça, des gens disent c'est pas possible. Eh oui. Et pourtant, Mais comment vous l'analysez ça, avec le recul? Pourquoi à l'époque, il y avait du travail pour tous les musiciens, etc. C'est ben, parce que notre façon de vivre a changé? ben, On sort moins? c'est-à-dire, alors moi, j'étais marié, Hmm. j'avais des enfants, et puis on pouvait circuler dans Paris, j'avais même très vite une voiture, Ouais, c'est incroyable. On pouvait stationner partout. c'était la belle époque. Et Magnifique. après, on avait des maisons de campagne après. Parce que faire de tout cet argent, ça serait pas mal. Donc vous arriviez à vivre de votre musique alors, de tous les engagements que vous faisiez dans les Oui, bals, dans les oui, orchestres de mais jazz? je ne jouais pas que du jazz. Mhm. Et euh, il y avait des jouer des musiques de concert qui ne soient pas du jazz, etc. Mais ça, vous ne le viviez pas comme une contrainte du fait que ça soit pas du jazz? Est-ce que vous y alliez à contre-cœur? Non, pas du tout, au Non, contraire. c'était pas quelque chose Parce que qui vous gênait de ne pas jouer du jazz. on est à côté de très bons musiciens. D'accord. Et donc ça change tout. Hmm. Et on se. Enfin, tous ces gens, je peux citer des noms. Et puis, je continue avec des professeurs de musique et de saxophone. J'ai un professeur, Daniel Defayet, c'est un Oui. très bon saxophoniste classique. Vous aviez connu Marcel Mull aussi? Oui, oui. Vous aviez connu tout le monde, hein. Du classique, du jazz. Euh, Vous avez une vie incroyable quand même. Vous étiez vraiment oui, à l'époque. à un moment, j'habitais au il y avait 106 une effervescence rue de Rennes. culturelle. En face de moi, Ouais. il y avait une toute petite boutique et dedans, il y avait des anges, Ouais. des petits trucs. Et moi, à un moment, ma mère m'a acheté Un ténor? un ténor Ouais. et j'allais la voir dans la semaine d'après parce que et donc en attendant on m'avait dit ben, vous avez besoin d'avoir des anges, alors j'ai traversé la rue de Rennes, j'ai regardé, j'ai mis des anges pour mon ténor, ça je l'ai montré. Et puis, il y a un monsieur qui arrive, mais c'est la bonne femme qui vendait, La vendeuse? la Ouais. vendeuse, et, Ouais. et le type me dit, ah, mais vous devriez prendre celle-là, etc., parce que, vous voyez, ça, Alors je dis, mais qu'est-ce qu'il connaît, ça, monsieur? Je me suis aperçu que c'était Marcel Mull. C'était Marcel Mull? C'est pas vrai. Oui. Ah, c'est incroyable ça. Vous l'avez pas reconnu? Ben non, Oui. je savais que Marcel Mull c'était un nom, mais je n'avais pas vu sa Oui, oui. photo. Voilà. Et, Il s'est présenté? non, Non, même parce pas, que, même pas. mais la dame, quand il est parti, je crois que c'était C'est elle qui vous l'a dit. ou l'amant de la. Ah bon? Ou je sais pas, en tout cas,
Il était Et venu vous dire a dit, mais vous avez bonjour. parlé à Marcel Mule et vous l'avez envoyé dans les fleurs alors que c'était Marcel Mule. Mais Marcel Mule, il aimait pas trop le jazz en fait, non? Non, Est-ce non, oui, qu'il bah, c'est vrai pour il lui, le c'est... regardait un petit peu de haut le jazz, non? Oui, Alors qu'en fait, bah, il y avait des excellents saxophonistes musiciens de jazz, mais ça, c'était deux Monde différent. dans la variété, il y avait surtout des musiciens qui jouaient plein de musiques différentes. Hein, et on croit toujours que les musiciens de variété sont mauvais. Non, moi Non, non, non. j'étais à côté de... De très bons musiciens Et, de variété, ouais. et De studio. Ouais. ensuite, quand on est dans une fosse d'orchestre, on regarde, j'ai été dans pas mal d'endroits comme ça, même dans les endroits où le meilleur musicien français Oui. qui est mort, C'est qui pour vous? ben celui le plus avancé. Tout à l'heure, on a parlé de Django. Oui, non, mais là, je parle de musicien moderne. Moderne français? Oui, Qui est le plus influent musicien de jazz français pour non vous? pas de jazz. Mais vivant? Non, maintenant il est mort. Un musicien classique? Oui, Classique ou de variété? Boulez. Ah, Boulez, Boulez, Oui. d'accord. Pierre Boulez. J'avais été dans un endroit où Boulez avait enregistré, etc. Et donc moi j'ai été à son enterrement et j'ai fait des trucs avec lui et puis j'ai été très influencé. Par la musique décacophonique, Oui, puis mhm, la musique, contemporaine. oui, Xenakis, Schoenberg, hein, oui, tous ces musiciens-là. oui, Ouais. mais même les Adorno, comme là. Messiaen. Mhm. Oui, Messiaen un peu moins. C'est Olivier Méchion, là, on l'appelait. Méchiant. Méchion. Vous savez qu'il était ornithologue, hein, comme Bird au Ah final. oui, Donc c'est ça, ils se rejoignent. Et quels sont les musiciens, Jean-Louis Chotan, avec lesquels vous avez eu le plus de plaisir à jouer dans votre carrière? C'est difficile à répondre à ça, oui, non? avec un qui s'appelait Caldo Tempo, non, Chotan. Mais ça, c'est vous, ça. Vous n'avez pas Ah joué ouais, qu'en solo. ah ouais. Vous avez fait des albums solo? Non, mais bah, il y avait des gens qui riaient tout le temps, etc., qui jouaient bien, hein. Comme qui? Euh, je sais plus, mais Des gens agréables à vivre, alors, c'est ça? oui. Oui. Oui, c'est ça, c'est les musiciens qui sont agréables à vivre dans la personnalité qui fait qu'on se sent bien. Et surtout, ce qui est pas mal, c'est qu'on est payé. Ouais, Il n'y a pratiquement pas de chômage, on ne sait pas ce que c'est. ouais. Euh, Mais c'est intéressant ce que vous dites. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a Marc Laferrière, il me disait que pour faire un bon groupe, il faut pas que des bonnes individualités, dans le sens où il faut pas les meilleurs musiciens. Il oui, faut des musiciens avec lesquels on s'entende bien et qu'on ait envie de jouer, oui, plus que le côté technique. Oui, vous êtes d'accord avec ça? oui, oui. Ouais. C'est des saxophonistes tout ça, de très haut niveau. Georges Grenu, c'est des gens qui sont pas connus du grand public, mais pour la variété, c'est sommet. Une com- alors, donc moi j'avais Daniel de Fayet, qui était mon professeur. Ouais. Je sais pas combien d'années avec de Fayet. Oui, puis vous avez étudié la flûte également, Ah oui, ah oui, hein, avec votre professeur là, ah oui. qui est de la même génération que vous en plus, un peu Oh plus jeune. oui, j'en ai eu plusieurs des professeurs de flûte. En fait, vous avez appris toute votre vie. Ben, On apprend c'est-à-dire tout le quand on temps. fait de la variété, Ouais. euh, et on était à côté de flûtistes, mais monstrueux, euh, et, et des clarinettistes
Alors, ils savaient jouer du jazz, mais du classique aussi. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est impressionnant. Et comment, Jean-Louis Chotan, quand le free jazz est arrivé, quand Don Cherry, Ornette Coleman, Oui. tous ces musiciens-là, Paul Bley sont arrivés, qu'est-ce que vous avez pensé de cette musique? Et parce que vous étiez l'un des premiers musiciens de jazz français à vous lancer dans le free jazz déjà. Vous avez, dans toute votre carrière, été à l'écoute de la modernité. Ça, c'est Oui. quelque chose qu'on retrouve dans toutes les époques chez vous. Vous l'avez bien accueilli, le free jazz. Vous avez essayé de le jouer tout de suite, hein, Bien, dès que c'est sorti. Hein. mais méfiant quand même, parce que, Méfiant quand même? oui, Ouais. Ça vous a pas séduit tout de suite, c'est ça ce que vous voulez dire? non, mais j'étais plutôt dans le sillage d'Adorno, de ces gens-là. Plus dans le bebop, encore de hard bop, tout ce qui Non, était de la musique contemporaine. contemporaine. Ah oui, vous étiez Mais, plus dans le... D'accord. Hmm. je travaillais aussi à la radio avec des musiques, comment on appelait ça Et à partir des années 60, milieu des années 60, bon, le jazz était moins à la mode parce qu'il y avait le rock and roll qui est arrivé, la pop music, les Beatles, tout ça. Ah oui, C'était plus alors, compliqué de travailler à cette époque-là, du coup, alors un peu, non? c'était compliqué, Hein? c'est-à-dire que tous les musiciens sont devenus professeurs. C'est ça. Tout le monde est devenu enseignant. D'ailleurs, vous, au début des années 70, vous avez enseigné à la Sorbonne. Vous avez créé un département de jazz. Hein? Oui, Hein? et même à l'école alsacienne. Dans la même que où vous étiez étudiant. Oui, quand je suis revenu d'Allemagne, je crois, dans les années 60, euh, Vous étiez à Cologne, je crois, à l'époque, hein, c'est ça? oui, j'avais été à Cologne pendant 3 ans, Ouais. 57, 58, 59. Mais vous parliez allemand? Ach, ja, natürlich. Ah oui? Ja, das ist aber Et vous, unbedingt. vous l'aviez appris à l'école, l'allemand? Nein, Non. das ist aber. Vous l'avez appris sur place? Ja, natürlich. Vous étiez doué vraiment pour tout, hein? Musique, les langues, la philosophie. Ah, et C'est ça qui est incroyable chez vous, c'est que vous êtes toujours ouvert, en fait. et C'est-à-dire quand, que... Ouais. à un moment, la philosophie, je parlais de Descartes, parce que Descartes a fait beaucoup pour la musique. Enfin, c'est-à-dire, a fait un Oui, livre oui, oui, oui. énorme, mais en latin. On va en parler tout à l'heure. C'est-à-dire, Ouais. studium finis esse debet in geni directio ad solida et vera, Ouais. deis omnibus coelcurum, Je parle- operanda iudicia. Je parle ni latin ni allemand, je peux pas vous répondre, je suis désolé. Et moi j'ai fait du latin, c'était assez intéressant. Enfin, Ah c'est oui, une j'imagine. langue qui Complètement. swing. Oui, complètement. Tout à fait. Et donc, quand on fréquente des gens comme dont j'en parlais tout à l'heure, là, Adorno? non, qui écrit en latin, Ah, Descartes. oui, Descartes. Descartes, ouais. Ouais. Jean-Louis Chotan, avec le talent qu'on vous connaît dans la musique, les langues, les sciences, la philosophie, etc., avec le recul, quand vous regardez votre carrière, est-ce que si vous deviez recommencer à zéro, vous feriez la même chose ou vous le feriez autrement? Ah, je ne sais pas. Vous n'avez pas des regrets ou des choses que vous auriez pu faire différemment ou des choix, peut-être qu'il aurait dû être d'autres choix? C'est pas quelque chose qui vous touche? Non. Non, vous viviez pas avec des regrets ni dans le passé, quoi. C'est bien. Vous restez. Demain est un autre jour. C'est ça? C'est ça? Morgen ist auch ein Tag. Ah, ça j'ai compris, ça par contre. Da, ja, ja. D'accord, très bien, très très bien. C'est une belle philosophie de vie. Ça évite de broyer du noir, on va dire. Hein? Voilà.
Donc vous avez enseigné en Allemagne. En Allemagne, vous avez... non, non, Je n'ai pas enseigné non, en c'était à la Allemagne. Sorbonne, pardon. Oui, En Allemagne, vous avez rencontré pas mal de musiciens de la scène de jazzistique allemande à l'époque? oui, Ouais? oui. Ben, bon, je suis dans un grand orchestre qui est très professionnel, Oui. et qui est international. Mhm. Il y avait 3 saxophonistes anglais de très haut niveau. Qui était, vous savez? Oui, ben, mais c'est D'accord. bon. J'ai connu tellement de gens. Il n'y avait pas John Surman à l'époque, c'était trop tôt. Non, Ouais, ouais. ouais, d'accord. Donc c'était 3. Il y avait des Italiens, il y avait Ah oui, c'était des vraiment un Belges. orchestre international européen, hein? Oui, oui, des Ouais. Belges. Ben oui, parce que euh, ils ont voulu reconstruire après la défaite de l'Allemagne. Oui. Ils ont eu l'intelligence de dire on n'est plus en Allemagne, on est en Europe. On ouvre ça à l'Europe. Les Anglais qui nous faisaient la guerre, on les accepte. Ils sont de très haut niveau. Le trompettiste anglais, une merveille. Kenny Wheeler? Kenny Wheeler? Il y avait Kenny Wheeler, il y avait un autre. Un trompettiste, d'accord. Je n'arrive pas à trouver les noms, mais c'est des gens très, très connus. Tromboniste anglais, Ok. saxophoniste anglais. Bah, c'était Ronnie Scott. Non, pas. C'était pas Ronnie Scott? Non, pas avec. D'accord. Est-ce que vous qui avez étudié la musique classique, le jazz, l'harmonie, etc., est-ce que vous avez rencontré, pour moi, ce qui représente un musicien classique, mais qui s'est mêlé au jazz avec succès, c'est-à-dire qu'il a compris, il a réussi à avoir ce lâcher-prise dans l'improvisation du jazz, et ce qui était réussi, c'était Friedrich Gulda. Et Oui, l'un des rares cas de quelqu'un qui a une culture classique et qui a réussi à jongler entre les deux musiques sans que ce soit un exercice compliqué, qui s'entende compliqué en tout cas. Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que c'est un musicien qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Friedrich Gulda? non, ça, non, je ne l'ai pas. Vous Je l'avez pas peux rencontré? peut-être le rencontrer, mais chaque jour, on fait 3 ou 4 choses intéressantes. C'est pas comme mardi j'ai un concert, mercredi je vais à l'école. C'est pas ça, c'est tous les jours des, des trucs extraordinaires. C'est merveilleux. Alors, ben, c'est une époque comme ça. Ouais. Non, On se lève le matin et il nous arrive toujours oui, une aventure, mais quoi, c'est ça? on sait d'abord, on se sert Ouais. beaucoup du téléphone. Ouais. On, on note, on a des carnets, etc. Mhm. Et on sait que une journée où il n'y a pas deux affaires, etc., qu'est-ce que c'est? C'est la fin. Quoi. Non, on se lève tous les matins parce qu'il y a des séances à 9 heures. Mhm. Il faut faire vite parce qu'à 13h30, oui, on traverse Paris en voiture. Hein, et en voiture, pourquoi? Parce qu'on a, bon, il faut que je fasse du ténor, puis la clarinette basse. Oui, donc si on n'a pas de voiture, Bien sûr. mais on peut stationner curieusement. Ouais, ouais. Et Il y a quelque chose chez vous dans votre jeu, c'est que on sent dans votre son comme une similarité ou une influence de Sonny Rollins. alors, Qu'est-ce que vous diriez de votre son et qui des fois sonne des harmoniques rollinsiennes, on va dire. ben, c'est vrai que ça peut, par moment, c'est-à-dire faire du bruit pour essayer de revenir sur Terre. Mais bon, je jouais quand même assez mal du saxophone. C'est pour ça que j'ai pris un professeur de haut niveau. Mais vous l'avez rencontré, Sonny Rollins, c'est un musicien qui vous a influencé, que vous écoutiez beaucoup? J'ai joué avec un qui est venu à Paris,
D'abord à Paris, dans le Bayas. Bien sûr, dans le Bayas, magnifique son, et puis Oui, qui était magnifique. devenu français à la fin, tellement il vit en France. Et puis, mais j'ai un magnifique joueur de ténor qui est venu en France et on a joué ensemble. James Moody, Non, ça, James Moody, oui, qui a vécu longtemps en France. il a vécu longtemps en France, James Ah Moody? oui, oui, bien sûr. Ah oui? Oui, il était là tout le temps. D'accord. Ouais. Ouais. Oui, James Moody est magnifique. Ouais. Mais non, l'autre qui est un des très grands. Ancien, plus de la génération d'avant, Oui. qui vivait en France? Un ténor Non, américain? qui est venu en France Ah, de temps en temps. bah, Ben Webster, Alors, il y a ça. Coleman Hawkins, Dans le ah, Bayas. Lester Young, Oui. non? Non, mais celui non, qui a une attaque magnifique. De cette génération-là, des orchestres de Count Basie et d'Ellington? Oui, ça peut être. Un ténor, Buddy Tate? Non, Non? plus connu que ça. Ça me vient pas. Don Bayas, on l'a dit. Oui, celui qui a une attaque magnifique. Ah, euh, Benny Golson. Non, ça c'est Gentillet, Benny Golson. C'est Gentillet, vous dites? Oui, Ah, une attaque plus agressive? Ouais, non, oui. Qui a une attaque. Il envoie. Arnett Cobb? Non, C'est pas Arnett Cobb? non, Bon. mieux que ça. Pas grave. Mieux que ça. Bon, c'est pas grave, ça nous reviendra. C'est pas mal, on a fait pas mal de tours, on a parlé de pas mal de musiciens déjà. Hein. Sonny Rollins, il est vraiment de la même année que vous, je crois. Hein. Il est de 30, lui. Hein. Ah, moi je suis 31. Ouais, lui, il est de 30, il me semble. Hein. Il a 90 ans. Ouais. Ah Ouais. oui. Vous les ferez le 6 août. Oui, 6 août, oui. Ouais. Vous savez que Sonny Rollins, il habitait à côté de chez Bud Powell, hein, à New York, là. Ah oui. Ils étaient voisins. Hein. Ouais. Lui, Jackie McLean, Bud Powell, ils faisaient des buffs alors qu'ils étaient adolescents chez Bud Powell. Ah Hein. Hein. Ils avaient 15-16 ans, quoi. Mais c'était une époque où on jouait tous les jours. C'est enfin. ça, c'est ça. C'est ça qui est incroyable, ouais. Et c'est comme ça qu'on apprend. On apprend à la fois la technique et puis à Oui. écouter les autres et puis à jouer d'autres styles de musique parce que à l'époque on jouait beaucoup plus que maintenant. Maintenant je trouve qu'on a peut-être tendance un peu à trop théoriser et moins jouer. Alors qu'à l'époque on se posait pas de questions. On jouait quoi. C'était ça qui est formidable. Ouais. Alors, moi j'ai des systèmes quand même pour petite bouche, grande gorge. Qu'est-ce que c'est? Ah, Petite bouche minuscule. pour jouer du soprano, c'est votre technique? Même pour tous les saxophones. C'est-à-dire. Et la voix dans le masque, comme au théâtre. Ouais. Euh, Élargir un peu comme ça les cordes vocales, c'est ça? Ouais. Oui, mais. Et ça c'est quand on veut atteindre les notes graves? Pareil. Pas forcément? Non. Que ce soit registre aigu ou grave? Faut pas relâcher. C'est minuscule. Petite bouche, grande gorge. Et au niveau de l'embouchure, c'est quoi votre tuyau? C'est petit, petit et minuscule. D'accord. Et donc, pas relâcher, parce que si on relâche, on est faux. Ouais. Alors, bon, moi j'ai fréquenté les saxophonistes classiques qui sont quand même à un autre niveau que. Que le jazzman? Oui. Parce Au que niveau technique? Le jazzman, il se laisse aller, etc. Ouais. On peut croire que c'est un peu.
Mais moi, j'avais tous les défauts à partir du moment où. Alors, quand on a l'oreille juste comme les frères Rasco, enfin, Ouais. ça, c'est les trois frères qui jouaient avec une justesse extraordinaire. Donc, alors, je ne sais pas Un ce qu'ils exemple, hein. entendaient, Ouais. mais ça, c'est formidable d'entendre les notes avant de jouer. Et puis, faut travailler avec les acteurs, ils posent la voix et ils n'arrivent à être entendus là-bas au bout. Ouais. Et est-ce que vous avez un standard de jazz que vous préférez, Jean-Louis Chotin? Non, je ne Non? trouve pas, Vous non. n'avez pas de standard de jazz? Qui revient souvent, par exemple? Que vous aimez jouer? Moi, par exemple, j'aime beaucoup la ballade Down That Dream. Je trouve qu'au niveau harmonique, Oui. il y a des changements harmoniques qui sont intéressants de jouer, comme Body and Soul, par exemple, vous voyez? Ah, Je trouve bah. qu'ils sont plaisants à jouer Oui. parce qu'il y a ces ruptures comme ça, et qui donnent des teintes de couleurs. Body and Soul. Ouais. Le baudet et la sol. J'en parlais. Ça aurait pu être solalien, j'ai envie de dire, hein, de faire des jeux de mots, des contrepétries comme Oui, ça, oui. c'est très solalien, hein. Mais quand on est au piano, ben, on peut mettre les doigts à côté, mais quand on est au saxophone, la justesse, C'est vrai. dès qu'on bouge, ça relâche. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est la difficulté de cet instrument. Alors, Ouais. moi, il faut dire, je jouais de la trompette aussi. Vous jouiez aussi de la trompette? Oui, et j'avais un grand-père qui est mort en 14, dans la guerre de 14, Ouais. le deuxième jour de la guerre. Deuxième jour, fin août, là, 14. C'était le père de mon père. Et mon grand-père, il est mort à Auschwitz. Est-ce que ça c'est l'autre grand-père, vous l'avez connu un peu? Cet autre grand-père là, qui était déporté? Bah, oui, c'est-à-dire il s'est occupé de moi. À un moment, j'ai habité avec lui. C'est lui qui m'a appris à mettre. C'est un professionnel des livres. Hein. C'est un bibliothécaire? Oui, bibliothécaire. Journaliste s'occupant de. Justement, on parlait qui est mort Verlaine. 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 En fait, vous avez une famille toujours dans le monde artistique au final, hein. Ben, C'est dans l'ADN, et hein. alors, il était C'est dans marié l'ADN. avec Ludmila Savitsky, Ah oui, la fameuse là, Ludmilla. Oui, tout à fait. et qui, elle, a traduit plein de choses. Et samedi dernier, Oui. je suis allé à Circule Libre. C'est là où on donne des livres gratuitement partout. D'accord. Et donc, je regarde ça, Christopher Isherwood, Mhm. c'est un Américain, et qu'est-ce que je vois? Ça, c'est récemment, ça, du coup. Vous avez lu un article Oui, qui parle de Ludmilla? oui, Ah oui. alors, ça ça n'a pas été traduit par ma grand-mère, mais Adieu à Berlin a été traduit par Ludmila Savitsky. Oui, Savinsky, effectivement.
Le monde au crépuscule, Pareil. Ludmila Savitsky. Et Ludmila Savitsky, il y a tout un livre en russe sur elle. Hmm. Mais je ne lis pas très bien le russe. Ah, vous lisez aussi le russe un peu? Par exemple, je vois ma mère, ça c'est la fille Mhm. de Ludmila, ça c'est Nicole Vedresse. Je parle souvent de Nicole Vedresse parce que j'ai joué. Ah oui, non, à un moment, elle a fait un film qui s'appelle La vie commence demain. Oui, tout à fait. Et, Ah oui. et donc, je la fréquentais un peu. Mhm. Et un jour, elle m'a dit, ah écoute, tu sais, on a été chez Sartre, on l'a filmé, etc. Mais j'ai oublié de lui donner des papiers, etc. Si tu pouvais... Alors ben, j'ai dit, oui, je vais aller chez Sartre, etc. Alors j'ai été au 42 rue Bonaparte. Vous avez été chez Sartre, c'est vrai? Oui. Je suis monté, Ouais. je lui ai donné les papiers et il jouait du piano pendant ce temps-là parce que, curieusement, Sartre joue pas mal de piano. Ah, ouais. Et- Oui, puis il venait souvent au Tabou. ah oui, Ouais. C'était un amateur de jazz aussi un peu. il venait souvent au Club Saint-Germain. Au Club Saint-Germain, ouais. Alors, justement, par exemple, on parle de Sartre. Hmm. Le toucher des philosophes, comment il met ses mains sur le piano, c'est Sartre. D'accord. Il parle de Nietzsche, Ah, il parle de Nietzsche, oui. bien sûr, Hmm. et moi aussi, hein, puisque... Ah oui. Ah oui, vous m'avez montré tout à l'heure là. Ah oui, mais alors, c'est là-haut que je vais... Là, on parlait de... De Nietzsche. Ah oui, de Nietzsche. Ouais. Il faut aller peut-être là-haut. Non, mais je ne veux pas vous embêter. Non, non, parce que il y Ouais. a quand on dit Nietzsche est musicien, oui, d'accord, et que si on voit le grand livre dans lequel il y a sa musique, c'est épais, hein? C'est Nietzsche d'un bout à l'autre. D'accord. C'est... Et là, vous préparez quelque chose sur Nietzsche? Vous allez l'éditer, votre travail, là, pour Nietzsche et la musique? J'ai fait 3 concerts. Ouais. Tout ça, c'est des concerts que j'ai fait avec Nietzsche. Enfin, Ah oui, concert Nietzsche, d'accord, oui, oui. Vous avez repris sa musique? oui, Alors, il y a qui avec vous? Manuel Rochman, Christophe Valem, ok. Et Daniel Humer aussi? oui. Ah oui,